Hola, buenos días a todos o buenas tardes y muchas gracias. Bonjour, bon après-midi à tous. Merci de participer à ce webinaire. Je suis Louise Cotanda, le directeur de marketing d'Agrovin. Ce webinaire aura une durée d'1 heure et demie environ au total. Si au fil du webinaire, vous avez des questions, des doutes ou vous souhaitez des précisions, vous pouvez utiliser la fonction de questions-réponses de la plateforme ou bien les écrire sur la case de conversation. Avant tout, j'aimerais vous expliquer un peu qu'est-ce qui a poussé Agrovin à obtenir ces connaissances et à être en mesure de donner une conférence sur le potentiel électrochimique. Nous avons commencé en 1996, donc il y a plus de 20 ans déjà, quand nous avons vu que le matériel ne remplissait pas toutes tous les besoins des chais et des clients qui utilisaient cette technique, nous avons décidé en 2007 de développer notre propre matériel. Dans l'actualité, le matériel d'Oziox est capable de mesurer de façon indépendante des antennes de mesure par télécommande, etc. Il y a plusieurs années aussi, en 2007, nous avons commencé à travailler avec la technologie de contacteurs de membrane afin de pouvoir modifier, supprimer ou ajouter des gaz dissous dans les 20 ans de l'oxygène comme le carbone. En 2009, nous avions déjà matériel technique pour le contrôle des gaz avant la mise en bouteille. Et en 2021, donc dans l'actualité, nous disposons d'équipements capables de modifier ou d'ajuster la teneur en gaz dissous dans le vin à des débits qui peuvent arriver à 100 000 litres par heure. Ce développement technologique nous a permis de comprendre plus profondément les oxydations et nous avons réalisé que l'oxygène dissous n'était pas un paramètre suffisamment important pour savoir à quel état d'oxydation se trouve un vin. C'est pourquoi nous avons commencé à étudier l'influence du potentiel redox sur le vin. En 2014, nous avons créé la première installation fixe dans un chai afin de mesurer le potentiel redox, mais ce n'est qu'en 2016 que nous avons pu lancer sur le marché l'Electrowine. Toutes ces années de travail, de modélisation avec Electrowine nous ont permis de développer un nouveau modèle qui nous permet de piloter non seulement le potentiel redox, mais aussi de micro-oxygéner en fonction de ce potentiel. Et toute cette expérience nous a donné, donc nous a fourni des connaissances qui constituent le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Ensuite, cette présentation qui sera faite par ma collègue Rebecca Lapuente, qui appartient au département technique d'Agrovin, et c'est la personne qui travaille depuis plus longtemps sur le contrôle du potentiel électrochimique, celle qui a le plus d'expérience, qui travaille justement avec plusieurs châteaux qui ont installé cette technologie dans leur chai, non seulement en Espagne, mais aussi aux États-Unis, Italie, Nouvelle-Zélande et bien d'autres pays. Rebecca a une maîtrise en chimique et biologie et je lui donne directement la parole. Rebecca, quand tu voudras. Bon après-midi. Bienvenue à ce webinaire. Bonjour à ceux qui nous écoutent, qui nous suivent depuis un autre fuseau horaire. Alors, je tiens tout d'abord à vous remercier de votre participation à ce webinaire, remercier l'intérêt dont vous avez fait preuve. Nous savons qu'il y a bien des personnes derrière qui est attentive à cette présentation et à ce que nous allons vous raconter sur le potentiel électrochimique et nous nous en félicitons car cela nous aide et nous encourage à continuer d'étudier ce potentiel redox pour continuer de partager nos expériences avec vous. Nous avons intitulé cette présentation le potentiel redox du papier au chai parce que notre objectif
et de vous approcher à la mesure du potentiel redox à votre activité quotidienne, à votre façon de travailler, votre quotidien dans la vinification. Il y a quelques années, quand nous avons commencé à nous intéresser à la mesure du potentiel redox, quand nous discutions avec des collègues, ils me disaient « Rebecca, tu dois m'expliquer le potentiel électrochimique d'une façon simple. » Parce que moi, qui étais la chimique de l'institut, au lycée, la chimique, pour moi, c'était un peu difficile et là, j'ai un peu de mal, il me disait. Alors, ce même sentiment qu'avait ce collègue, nous l'avons constaté ou vous l'avez exprimé, certains d'entre vous, quand nous avons parlé avec vous du potentiel électrochimique, cela vous semble une mesure lointaine, un paramètre chimique que vous étudiez au lycée et vous imaginez des électrons en mouvement dans votre vin, à peu près. Alors, ce que nous cherchons avec cette présentation, c'est que vous ne le voyez pas comme un paramètre chimique, comme quelque chose d'éloigné de l'œnologie, mais plutôt comme un outil qui peut vous aider à améliorer les divers moments de la vinification. Le fait de mesurer le potentiel redox, nous savons que c'est une mesure très utile qui peut vous aider à bien des processus. Et en fait, c'est très simple. Il faut penser à la mesure du potentiel redox comme nous pensons à la mesure du pH en ce moment. Quand vous pensez à la mesure du pH, vous ne pensez pas à des protons ou à un concept chimique, vous pensez tout simplement que c'est un paramètre qui vous aide à l'élaboration du vin que vous devez connaître pour améliorer la qualité de vos vins. Et de la même manière, nous souhaitons que vous voyiez le potentiel électrochimique, donc un paramètre qui va vous aider en cours de fabrication du vin, qui va vous permettre de les améliorer du point de vue, cette fois-ci, de l'oxydation et la réduction. Cet exposé poursuit deux objectifs. Le premier, c'est d'en savoir plus sur le potentiel redox. Nous considérons que c'est un paramètre très intéressant. Nous sommes des passionnés, des mordus du potentiel redox et nous tenons à ce que vous partagiez ce sentiment après avoir découvert ces connaissances. Et ce que nous souhaitons ensuite, c'est de pouvoir parler pendant toute la présentation, donc pouvoir parler de vin, de vinification, de processus, de moment de la vinification où la mesure du potentiel redox va nous aider à prendre des décisions et va nous aider à mieux gérer les traitements que nous pouvons apporter. Alors, nous avons organisé cette présentation en 4 blocs. La première parlera donc nous permettra de nous orienter dans la mesure du potentiel redox et l'introduire dans l'industrie en général, voir quelle est sa fonction en œnologie et nous passerons ensuite au but réel de cette présentation, c'est de voir des cas pratiques, de voir des moments de l'élaboration ou de la mesure du potentiel redox peut nous aider avec des surveillances de ce potentiel pendant la fermentation alcoolique ou malolactique et à la fin de la présentation, voir un tableau comparatif de 2 types d'élaboration où la mesure du potentiel redox nous a permis de travailler d'une manière ou d'une autre et cela a eu des conséquences sur le vin. Alors, nous vous parlons souvent de la mesure du potentiel redox et cela vous semble innovant parce que cela vient vous expliquer quelque chose que vous n'avez pas utilisé récemment et qui semblerait être quelque chose de vraiment nouveau dans l'industrie œnologique et l'industrie en général. Mais la mesure du potentiel redox est déjà bien installée dans de nombreuses industries alimentaires. Il y a des industries alimentaires qui utilisent cette mesure du potentiel électrochimique pour définir la façon de travailler et les process qui doivent être suivis pour obtenir un produit de qualité. Les industries comme l'industrie carnée, l'industrie lactée l'ont inclus dans leur protocole de travail et
ont des fourchettes établies pour la mesure du potentiel redox, permettant donc d'établir une qualité ou une autre du produit ou des besoins d'intervention avec des traitements ou des process pour atteindre une qualité optimale. Lorsque l'on travaille avec la mesure du potentiel redox, et quand il faut travailler dans le cadre de certains paramètres, nous avons besoin d'avoir une capacité de modifier ces valeurs de potentiel redox pour atteindre des valeurs plus en accord avec la qualité du produit. Dans l'industrie alimentaire, il y a des processus physiques comme le conditionnement sous vide, par exemple, qui réduit la teneur en oxygène et qui pourrait modifier le potentiel redox. Il y a aussi des composés chimiques appelés stabilisants redox, qui sont des ingrédients que nous trouvons dans les produits que nous consommons tous les jours et que nous sommes habitués à en parler en parlant des formules EE, les stabilisants que nous pouvons trouver dans les produits que nous consommons couramment. Parmi ces ingrédients utilisés dans l'industrie alimentaire, il y a des composés qui permettent d'augmenter le potentiel redox, donc des agents oxydatifs qui permettent d'atteindre des valeurs souhaitées. Il y a par contre des composés qui permettent de réduire le potentiel redox à travers la réduction de cette valeur de potentiel électrochimique comme un composé que nous utilisons en œnologie, qui est le E300, l'acide ascorbique. En plus des industries alimentaires, ou en particulier quand nous parlons d'un processus de fermentation qui est particulièrement intéressant pour l'industrie laitière, par exemple, puisque nous sommes dans une situation anaérobie où nous ne pouvons pas mesurer l'oxygène dissous parce que cela n'a aucun sens. En plus de ces industries où il est très intéressant de mesurer ce potentiel redox, il y en a d'autres, comme l'industrie de l'eau, où la mesure du potentiel redox établit aussi les process à suivre et comment travailler pour atteindre des valeurs cibles. En 1971, l'OMS a défini la mesure du potentiel redox comme une mesure fiable pour déterminer la qualité de l'eau et pour déterminer si une eau est potable ou non. Avec un traitement de 30 minutes à 650 millivolts, nous savons que nous supprimons les micro-organismes présents dans l'eau et par conséquent, nous assurons une qualité sanitaire suffisante pour qu'elle puisse être consommée par les personnes. Donc, nous insistons beaucoup sur la mesure du potentiel redox parce que vraiment, cette mesure fait déjà partie de nombreuses industries. C'est un paramètre utilisé notamment pour atteindre la qualité du produit souhaité. Alors, comment travaillons-nous dans l'industrie œnologique pour approcher donc davantage notre secteur? Alors, est-ce que nous sommes habitués à voir le potentiel redox en œnologie? Eh bien, en œnologie, nous avons l'habitude de lire parmi les propriétés des produits œnologiques que nous utilisons pour la préparation des vins, des qualités en rapport avec le potentiel redox. Nous sommes habitués à voir comment l'application d'un produit peut augmenter le potentiel redox du vin, peut stabiliser la capacité tampon du vin, peut rétablir l'état redox initial du vin. Mais cependant, quand nous lisons toutes ces caractéristiques associées à une qualité du produit, à une propriété du produit que nous pouvons incorporer au vin lorsque nous appliquons cela, eh bien, c'est un message un peu vide parce qu'en fait, nous ne savons ni quel est notre point de départ, ni quel sera le point auquel nous arriverons avec l'application du produit en question. Alors, l'avantage que nous avons avec le potentiel redox, c'est que c'est un paramètre que nous pouvons mesurer. Et le fait de le mesurer va nous fournir beaucoup plus d'informations pour effectuer ce traitement. La connaissance du potentiel redox
Lorsque nous vous le présentons, vous nous disiez souvent, moi, dans mon chai, je mesure l'oxygène dissous, j'ai une maîtrise de l'oxydation de mes vins en connaissant l'oxygène dissous dans mes vins et cela vous semble un paramètre suffisant pour évaluer si les vins sont en risque ou non. Je vais vous montrer quelle pourrait être l'évolution de l'oxygène dissous dans la conservation du vin. Nous savons qu'il y a des moments où nous avons des valeurs plus hautes, plus basses. Alors imaginez que nous mesurons l'oxygène dissous du vin à ce moment-ci. Nous mesurons l'oxygène dissous après avoir un soutirage ou au bout d'une semaine et nous avons une valeur de 0,3 ppm. Avec cette valeur, nous serions rassurés. Nous savons que nous avons une valeur d'oxygène dissoute basse et donc le vin n'est pas menacé. Mais si nous voyons d'où nous venons, nous constatons que nous venions d'une valeur très supérieure au moment du soutirage. On a dissous de l'oxygène. Nous avons atteint une teneur de 4,5 ppm d'oxygène dissous que nous n'avions pas mesuré, que nous n'avions pas connu. Et cet oxygène s'est consommé dans notre vin jusqu'à atteindre cette valeur de 0,3 que nous estimons sûre. En chemin, donc, pendant la consommation de cet oxygène, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des composés qui ont oxydé. Donc, l'oxygène a eu un effet sur les composés polyphénols ou aromatiques de notre vin. Et quand nous avons mesuré cette valeur 0,3 et nous nous sommes sentis rassurés, nous n'avons pas tenu compte du fait que l'oxydation avait déjà eu lieu. Si au lieu de mesurer l'oxygène dissous, nous mesurons le potentiel électrochimique, le potentiel redox, alors ce que nous voyons, c'est plutôt un accumulé de l'effet produit par cet oxygène dissous sur notre vin. Alors, si nous surveillons le potentiel redox du vin, nous pouvons connaître avec plus de justesse la vulnérabilité de ce vin face à l'oxydation. Donc, le risque que ce vin se trouve dans une situation de risque d'oxydation et quelle est l'évolution qu'aura ce vin par la suite. Alors, voilà ce que nous vous proposons actuellement. Nous vous proposons la possibilité de connaître l'état d'oxydation ou de réduction de vos vins, le risque encouru par vos vins à travers la mesure. Nous avons fait un travail important derrière tout ceci. Nous travaillons depuis longtemps avec la mesure du potentiel redox, comme Louise vous l'a expliqué. Ça fait des années que nous y travaillons. Nous accumulons des connaissances en permanence et beaucoup d'expérience aussi, beaucoup d'expertise, de travail en laboratoire et en surveillance dans les chais. On fait beaucoup de pilotage qui nous permettent donc d'enrichir notre expertise et nous vous permettons aussi de mesurer le potentiel redox, les fourchettes de potentiel redox de vos vins et de leur évolution, avec notre système ElectroWine, mais aussi avec nos systèmes fixes comme un outil supplémentaire du système Ulysse qui nous permet une maîtrise totale de la vinification. Nous allons donc passer à ce qui est vraiment important. Nous allons passer à ce que vous aimez toujours voir, les expériences pratiques. C'est de cela dont nous aimons discuter, donc de la fabrication des processus de fermentation, de conservation. Lorsque nous développons un vin, nous donnons souvent une grande importance au moment de la garde, mais nous devons savoir que depuis la vendange jusqu'à ce que le vin arrive sur la table du consommateur, nous allons penser à un vin rouge de garde, bien il passe par de nombreux moments. Donc, sa préparation passe par de nombreux moments. Souvent, vous soulignez beaucoup
Vous pensez beaucoup aux bouchons. Quel bouchon vous avez utilisé pour qu'il ne pose pas de problème? Comment allez-vous stabiliser ce vin? Quelle quantité d'oxygène dissous vous aurez pendant la conservation? Mais en fait, nous savons tous que le moment le plus important de la fabrication du vin, où se produit vraiment la formation du vin, c'est le moment de la fermentation alcoolique. Pendant la fermentation alcoolique, nous avons une activité microbiologique importante. Il y a tout un développement de micro-organismes qui développent de nombreuses activités enzymatiques qui vont faire naître les arômes du vin, qui vont influencer la structure du vin, les sensations offertes par ce vin. Et croyez-vous qu'aujourd'hui, nous disposons d'informations suffisantes pendant le moment de la fermentation alcoolique? Si nous y réfléchissons bien, aujourd'hui, nous travaillons comme nous le faisons depuis des décennies. Nous mesurons la densité, la température, qui en fait sont des paramètres qui ne donnent pas d'informations en soi, mais qui permettent tout simplement de savoir que nous n'avons pas un problème dans le cas de la densité, que nous n'avons pas un arrêt de fermentation. Cependant, nous oublions que nous pouvons avoir beaucoup plus d'informations. Nous pouvons avoir une image de la fermentation, une image de ce qui se passe pendant cette fermentation alcoolique, et nous pouvons aussi avoir une image de l'état d'oxydation et de réduction de notre mou à travers la mesure du potentiel électrochimique. Lorsque nous mesurons le potentiel électrochimique pendant la fermentation alcoolique, nous allons voir une chute brusque de ce potentiel. Le développement des micro-organismes, de l'activité microbiologique, des levures va influencer sur le potentiel redox en provoquant sa chute. Nous pouvons parler de fourchette normale de travail pendant une fermentation en partant de valeurs de 200 à 300 millivolts quand il s'agit d'un mou, dans une situation où nous avons beaucoup d'oxygène dissous et beaucoup de composés oxydables. Lorsque la fédération alcoolique démarre, ce potentiel diminue. Nous pouvons atteindre des niveaux très faibles de potentiel redox, voire négatif, de jusqu'à moins 250 millivolts. C'est là où la fermentation est compromise parce que la quantité de levure est compromise et cette chute du potentiel sera sous l'effet de la cinétique, du cépage et du type d'élaboration. C'est un moment que nous devons commencer à contrôler. Lorsque nous pilotons le potentiel redox pendant la fermentation alcoolique, il y a des valeurs qui doivent nous suggérer qu'il pourrait y avoir un problème pendant cette fermentation ou qu'il y aurait des aspects négatifs qui pourraient se développer. Nous allons voir quelles sont ces valeurs. Les valeurs de moins 70 millivolts, c'est là qu'il y a une augmentation du reste des formations de réduction. Nous savons qu'à ce niveau, il y a une probabilité plus forte de production de sulfure d'hydrogène à des valeurs de moins de 150 millivolts. Alors directement, ce sera la fermentation qui sera compromise parce que la viabilité des levures est compromise en dessous de ces potentiels. Donc, pendant la fermentation alcoolique, nous avons déjà des valeurs que nous connaissons comme étant des valeurs à risque que nous devons essayer de maîtriser. Nous verrons quelles sont nos possibilités, les outils dont nous disposons pour la maîtriser. La mesure du potentiel redox en cours de fermentation alcoolique nous indique aussi, puisque nous savons déjà que la tendance que nous avons est à la baisse, eh bien, pendant la multiplication cellulaire, si jamais nous faisons un apport d'oxygène sous forme de micro ou macro-oxygène, le fait que cette pente change et qu'elle monte, qu'il y ait un changement de tendance importante, nous indique que l'apport en oxygène que nous faisons est trop fort et que nous devons soit réduire la dose, soit directement arrêter le traitement. Nous allons commencer à avoir des expériences
nous avons modifié des protocoles et nous avons piloté le potentiel redox. Nous avons vu différentes valeurs, nous avons pu tirer des conclusions sur la manière de travailler. Nous allons voir plusieurs expériences au moment de la fermentation alcoolique. Nous allons commencer par l'effet de la nutrition. Nous vous parlons souvent de l'importance de travailler avec la nutrition organique dès le début de la fermentation pour des aspects aromatiques et de réduction du risque d'épuisement des ressources hydrogénées, mais nous voulons voir également son influence sur le potentiel redox et comment elle peut nous aider à le maîtriser. Dans cette expérience, nous avons fait une comparaison de deux préparations avec différents types de nutrition. L'une avec une nutrition 100% organique avec Actimas Natura, notre nutriment, face à une nutrition 100% inorganique où l'apport d'azote était fait par des sels d'ammonium. Nous avons vu que dans le cas de la nutrition organique, les valeurs étaient plus hautes, la fourchette de potentiel dans laquelle nous évoluions était plus importante et la conséquence sur le vin était de nous permettre un vin beaucoup plus variétal où l'on pouvait percevoir beaucoup plus les arômes de fruits noirs et en fonction du cépage, nous travaillions avec du Cabernet Sauvignon. Et dans le cas de la nutrition 100% inorganique, nous avons vu que le potentiel redox a chuté considérablement pendant la fermentation avec une pente beaucoup plus brusque. Et même si on n'a pas atteint les valeurs de moins 70 millivolts, le vin était moins aromatique. Nous savons qu'avant l'apparition des arômes à réduction, il y a toujours moins de sensation de fruits dans le vin. Alors, dans cette situation, nous étions en train d'atteindre un seuil de risque important de réduction. D'autres expériences que nous souhaitons partager avec vous, c'est la relation entre l'apport en oxygène pendant la fermentation alcoolique et comment est-ce que cela peut aider à maîtriser le potentiel redox et à l'inverse, la mesure du potentiel redox peut nous aider à un bon dosage de l'apport en oxygène pour la micro-oxygénation. Cette première expérience, c'est une élaboration de Maccabée. L'œnologue a piloté le potentiel redox et à un moment donné, il a vu qu'il atteignait des valeurs très faibles de potentiel redox d'environ moins 90 millivolts, ce qui a sonné l'alerte de risque de réduction dans cette cuve. Donc, il s'est rendu à la cuve. Il a constaté qu'en effet, qu'il y avait une réduction d'oxygène. Il a commencé à appliquer de l'oxygène. Il a appliqué un traitement de 10 millilitres par litre et par mois, ce qui a été suffisant pour augmenter le potentiel redox et réduire le risque de réduction. Dès qu'on augmente le potentiel redox, alors ces arômes rances disparaissent immédiatement. Ceci est particulièrement intéressant dans le cas d'installation Ulysse, où nous avons un grand nombre de cuves surveillées et à partir de notre propre laboratoire ou de l'écran où nous pouvons voir toutes les cuves, nous pouvons avoir une information en temps réel de savoir qu'il y a un problème dans cette cuve et qu'il faut agir sur cette cuve et appliquer un traitement pour supprimer la réduction. Voyez deux élaborations de plus dans diverses zones de la Californie, différents châteaux de la Californie. Dans les deux cas, on travaillait avec le système Ulysse, on faisait des soutirages à l'air comprimé, on faisait un pilotage du potentiel redox, ainsi que la réduction de la densité. Nous avons vu que nous travaillons d'une manière très semblable dans les deux cas avec Ulysse, avec un apport en oxygène contrôlé à travers notre dosiox à une dose de 20 millilitres par litre par jour. Ce que nous pouvons voir dans ces cas, c'est que même quand on travaille à des fortes doses d'oxygène, nous n'avions aucun problème d'oxydation. Au contraire, nous travaillons avec des valeurs de potentiel redox très basses. Il faut toujours savoir que l'oxydation en soi n'est pas produite par l'apport en oxygène, mais par
la valeur de redox. Dans ce cas, les valeurs atteintes sont très différentes. Ce sont des vinifications différentes. Dans un cas, nous travaillons avec le pinot noir, beaucoup plus doux du point de vue polyphénol, moins de contenu en IPT. Par contre, dans le cas du Cabernet Sauvignon, les valeurs atteintes ont été plus faibles, des valeurs de jusqu'à moins 125, même en travaillant avec un apport en oxygène. Voyez 3 fabrications très semblables, presque sœurs. Nous travaillons aussi avec le système Ulysse. Nous faisions des soutirages à l'air comprimé. Nous appliquions de l'oxygène, le même protocole de fabrication. Dans ce cas, en mode macro, 20 millilitres par litre par jour aussi. Et dans les 3 cas, avec le variétal Tempranillo. Le fait de surveiller le potentiel redox nous a permis de remarquer dans une des tendances d'évolution de ce potentiel redox, il y avait une augmentation de ce potentiel redox que justement l'apport en oxygène que nous faisions et que nous avions inclus dans le protocole des 3 fabrications, bien dans ce cas concret, était excessif. Alors, que se serait-il passé si nous n'avions pas arrêté le traitement parce que nous n'avions pas connu le potentiel redox? Alors, dans ce cas, nous aurions eu un problème d'oxydation, sans doute, parce que nous aurions travaillé en suivant le protocole, en appliquant le même traitement que d'habitude, alors que ce vin était plus sensible à l'effet de l'oxygène et nous n'avions pas la capacité, il n'avait pas la capacité d'accepter une quantité aussi forte. Quand nous mesurons le redox, vous avez sans doute constaté, je vous indique que nous travaillons avec un système Ulysse. Alors, nous observons des pics, des montées du potentiel qui sont en parallèle avec chacune des injections d'air comprimé. Souvent, vous vous demandez si ces montées du potentiel peuvent provoquer une oxydation du vin. Et ici, nous pouvons voir que si en effet, il y a une montée du potentiel avec chacune des injections, les valeurs se rétablissent de manière immédiate. La tendance continue d'être en diminution et ces montées de potentiel n'indiquent pas qu'il y a une oxydation du vin qui se produit, mais une absence de contact entre la sonde et le liquide. Ceci indique qu'il y a une décarbonatation du vin qui se produit en partie, mais il n'y a aucune oxydation qui se produit. Et ce qu'il faut suivre surtout, c'est la tendance. C'est les changements de tendance qui doivent nous inquiéter si la pente commence à monter au lieu de continuer de descendre. Alors, ça fait beaucoup de concepts de cette première partie. Alors, pour les revoir un peu, quand nous surveillons le potentiel redox pendant une fermentation alcoolique, nous allons voir une diminution de ce potentiel. Nous allons partir de valeurs de potentiel élevées qui peuvent être même de 200 ou 300 millivolts qui peuvent diminuer lorsque nous utilisons des produits qui nous aident face à l'oxydation, comme le mélange typique d'ascorbique, tannine et sulfite. Mais cela ne supprime pas l'oxygène, mais réduit le potentiel. Et c'est pour cela que cela nous aide à protéger les mous face à l'oxydation. Pendant la fermentation, ce potentiel diminuera, nous atteindrons des valeurs minimales et nous devons essayer d'éviter ces valeurs en dessous de moins 70, qui est le premier indicateur de risque d'arôme de réduction. Bien sûr, nous devons toujours éviter d'atteindre des valeurs inférieures à moins de 100 millivolts qui pourraient provoquer un arrêt de la fermentation. Et lorsque nous voyons un changement de tendance des valeurs du potentiel et que nous travaillons avec un apport en oxygène, nous devons toujours évaluer si la dose est bien correcte ou même s'il faut arrêter le traitement, car quand il y a un changement de tendance,
cela nous indique que le risque d'oxydation a augmenté. Le fait de contrôler la pente, eh bien, nous avons déjà vu que le fait de travailler avec l'oxygène sera plus facile. Si nous travaillons à la nutrition organique aussi va nous aider, surtout au début de la fermentation pour éviter des chutes brusques du potentiel. Si la nutrition organique n'est pas une de nos options, la nutrition inorganique ne doit être jamais ajoutée au début, toujours après la phase exponentielle. Et un autre outil pour éviter des chutes brusques du potentiel et de faire un démarrage retardé de l'ajout en oxygène, parce que nous savons que l'oxygène est un activateur de la multiplication cellulaire aussi. Et nous devons donc commencer à travailler avec des apports en oxygène 24 heures ou 48 heures après l'ajout des levures. Le fait de travailler en suivant un protocole et de tenir compte de tout ce que nous avons évoqué doit nous faire penser aussi que nous devons prendre en compte d'autres facteurs qui ont un effet sur les valeurs minimum de potentiel redox, la turbidité des mous, l'apport en oxygène, bien sûr, la gestion des antioxydants. Tout va avoir un effet sur les valeurs minimum atteintes par le potentiel redox. Voilà, de là l'importance de savoir comment est-ce que nous travaillons dans le chai. Le fait d'avoir de la botrytis, c'est un travail à part. Travailler avec des potentiels redox faibles nous protège de l'oxydation par la voie chimique, mais non pas par la voie enzymatique, qui est la typique et qu'il faudra traiter autrement, et savoir aussi que le type de fabrication et le cépage avec lequel nous travaillons va influencer avec les valeurs minimum de potentiel redox qui seront atteints. De là, l'importance de mesurer la façon dont nous travaillons actuellement dans nos chais. Nous allons continuer d'avancer dans les moments de la fabrication. Nous allons voir les effets à d'autres moments. Dans ce cas aussi, nous allons parler d'abord en oxygène pendant la fermentation malolactique dans ce cas. Parfois, vous avez peur d'apporter de l'oxygène pendant l'FM parce que vous croyez que cela peut provoquer l'augmentation de l'acidité volatile. Nous devons penser que quand nous suivons le potentiel redox et que nous savons que nous sommes à des niveaux faibles de potentiel redox, l'apport en oxygène ne doit pas nous inquiéter. Nous devons savoir qu'il va nous aider pendant la malolactique à stabiliser la couleur, à avoir des vins plus aromatiques. Dans ce cas, on a piloté le potentiel redox. On l'a fait après le début de la fermentation malolactique, donc il y avait une chute importante du potentiel qui s'était produite. On a commencé à appliquer 3 millilitres d'oxygène par litre par jour pendant 2 heures. On a appliqué un deuxième traitement d'1 millilitre par litre par jour pendant 1 heure pour remonter le potentiel redox. Nous souhaitions travailler avec des valeurs de moins 30 à 30 millivolts pour éviter des réductions et des risques d'oxydation. Et avec ces 2 traitements, nous avons maintenu cette fourchette de sécurité et nous avons commencé avec un traitement de maintenance à une dose de 3 millilitres par litre et par mois. On a arrêté l'apport en oxygène quand nous avions consommé la moitié de l'acide malique et on a constaté qu'on avait obtenu un vin avec un profil aromatique plus ouvert, plus fruité que dans les cas où on n'avait pas utilisé cet apport en oxygène. On a vu aussi qu'il n'y avait pas une chute aussi importante de la couleur et que l'augmentation de l'acidité volatile avait été quasiment insignifiante. Nous allons voir aussi l'effet du potentiel redox pendant la conservation du vin. Comment les types de mesures que nous allons faire, la façon de mesurer le potentiel redox et dans quelle situation, va avoir un effet sur les valeurs obtenues et cela doit être pris en compte pour la reproductibilité de nos procédures. Dans ce premier cas, nous avons mesuré le potentiel redox à différentes hauteurs d'une même cuve afin de voir l'effet
de la hauteur de la sonde sur la mesure du potentiel. Nous avons constaté qu'en effet, dans les zones les plus proches, les plus hautes de la cuve, donc plus proches du contact avec l'air, le potentiel redox était plus élevé. Par contre, dans les zones plus basses de la cuve, plus proches des lits, les valeurs du potentiel étaient plus faibles. Ceci doit nous servir tout simplement comme idée pour dire que l'endroit, la hauteur de pose de la sonde est importante pour pouvoir reproduire les mesures d'une année à l'autre. Le fait de mesurer le potentiel redox pendant un élevage sur lit est quelque chose qui reste à faire encore. Nous connaissons les avantages de l'élevage sur lit et son effet sur le vin, les avantages qu'elle peut fournir en matière d'amélioration organoleptique, de fixation des arômes ou de sensations en bouche. Nous savons aussi que les lits ont un effet antioxydant important puisqu'elles consomment l'oxygène, mais en plus, elles sont capables de céder des composés comme le glutathione, qui a une capacité antioxydante très importante. Donc, le fait de mesurer le potentiel redox pendant l'élevage sur lit peut s'avérer particulièrement important pour commencer à gérer également le sulfureux d'une façon plus efficace. Si nous travaillons avec un élevage sur lit avec un potentiel redox faible, il se peut que nous n'ayons pas besoin d'utiliser des doses aussi élevées et nous pourrons donc réduire les apports en anhydride sulfureux que vous souhaitez toujours réduire en fait dans la fabrication. Un autre effet que nous souhaitions voir, c'est le type de matériel, la perméabilité à l'oxygène, la porosité à l'oxygène de chacun des matériaux. Dans ce cas, nous avons fait un pilotage du même vin dans deux conditionnements différents. Le premier, avec une moindre perméabilité à l'oxygène, et le deuxième, avec une plus forte perméabilité. Ce que nous avons constaté, c'est qu'en effet, dans le cas de celui qui avait moins de perméabilité, le vin restait à des niveaux de potentiel redox plus faibles que dans le cas de l'autre vin, dont la porosité apportait davantage d'oxygène. Un autre intérêt était de suivre le potentiel redox et son effet sur la micro-oxygénation sur le vin fini. Nous avons vu que l'apport en oxygène pendant la fermentation alcoolique est intéressant. Nous pouvons d'ailleurs ajouter des quantités importantes. Et dans le cas du vin fini, ces apports doivent être beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus associés aux qualités du vin. Et dans ce cas, ce que nous avons souhaité, c'est de voir l'effet de l'application d'une dose faible d'oxygène de 1 millilitre par litre par mois à un vin structuré Tinta de Toro 70 IPC, et nous avons vu que cette dose très faible avait un effet important. Et nous passions d'avoir moins 70 millivolts à 40 millivolts. Pour la conservation du vin, ce sont des valeurs tout à fait correctes, mais le fait de surveiller le potentiel redox nous donnait une idée de la dose, de doses un peu plus élevées qui pouvaient avoir un effet grave sur le vin. À ce moment, donc, contrôler le redox peut s'avérer particulièrement intéressant. Souvent, on applique des traitements d'oxygène sur les vins finis en synergie avec l'utilisation d'alternatives pour adoucir des tanins dans des vins trop astringents, ouvrir des vins un peu réduits du point de vue aromatique. Alors, le fait d'ajuster la dose correctement à ce moment-là est très important pour éviter l'oxydation du vin et dans ce cas, maîtriser le potentiel redox nous aide à savoir si ces doses sont correctes et adaptées au type de vin en question. Alors, avant la mise en bouteille, il est également intéressant de surveiller le vin. Nous souhaitions voir l'effet des gaz inertes, donc de l'inertage du vin à l'argon dans ce cas concret. Nous avons constaté que l'utilisation de l'argon permet de réduire le potentiel redox des vins et ceci nous fait penser
à quel point la gestion de l'anhydride sulfureux, nous la faisons correctement lorsque nous la faisons en suivant un protocole sans savoir quel est le potentiel redox avant son application. Souvent, nous travaillons de la même manière les apports d'anhydride sulfureux avant la mise en bouteille. Dans presque tous les chais, j'ai vu qu'on suit un protocole, même niveau, ajusté à 30 ppm, et ensuite mettre en bouteille, indépendamment de ce qu'on a fait auparavant. Et par contre, nous continuons de voir que sur le marché, il y a des vins qui, au moment de la consommation, sont oxydés ou réduits. Nous savons qu'environ 50% des vins qui présentent un défaut, ce défaut est associé au processus d'oxydation et réduction. Je crois que ce serait beaucoup plus sensé de connaître le potentiel redox que nous avons avant la mise en bouteille et à partir de là, faire la correction à l'anhydride sulfureux, la plus efficace et la plus associée au risque d'oxydation ou non de ce vin. Pour finir cette première partie, vous voyez une étude que nous avons en cours en ce moment. Nous souhaitions voir l'évolution du potentiel redox dans un vin en bouteille. Je vous ai déjà dit qu'il y a des vins qui sont oxydés ou réduits lorsqu'ils arrivent sur le marché. C'est parce que le fait de partir d'un potentiel plutôt que d'un autre aura un effet sur ce vin. Le fait de travailler avec un bouchon plutôt qu'un autre aussi aura des effets sur ce vin. Alors dans ce cas, tout simplement, pour vous le montrer, nous travaillons, nous faisons le premier contrôle. Alors ce que nous avons fait, c'est mesurer le potentiel redox sur des vins qui étaient en bouteille depuis un mois avec différents bouchons et différentes perméabilités. Nous voyons que l'influence du bouchon ou de la perméabilité du bouchon sur des vins mis en bouteille depuis un mois commence à avoir déjà un effet sur le potentiel redox et par conséquent sur le vin que nous avons dans la bouteille. Pour finir cette présentation, nous allons parler d'une étude comparative sur deux profils de fabrication différents. Nous souhaitions faire deux protocoles sur le variétal Sauvignon blanc. Le premier, nous le souhaitions réductif face à un protocole traditionnel. L'objectif est de travailler dans une fourchette de potentiel plus bas, donc des valeurs négatives de potentiel redox, et surveiller le redox pour savoir si ce protocole était réductif et voir quels étaient les effets sur le vin. Alors, dans ce cas, nous souhaitions voir les effets aromatiques, mais nous avons également vu des effets de conservation. Pour la préparation du protocole, eh bien, nous savons que nous allons avoir une évolution du potentiel redox avec des valeurs faibles pendant la fermentation, puis des valeurs élevées pendant la conservation. C'est là où le risque d'oxydation est plus important. Notre objectif est d'obtenir des vins avec une persistance aromatique et réduire la teneur en sulfureux. Alors, ce que nous avons fait, c'est d'adoucir ces valeurs de risque avec un travail avec la nutrition organique permettant de réduire le risque de chute brusque du potentiel et travailler aussi avec des séquestrateurs des précurseurs de l'oxydation qui réduisent le risque d'oxydateur et ajouter du glutathione de manière réduite pour protéger aromatiquement le vin. Alors, pour comprendre les résultats que je vais vous montrer, j'aimerais vous faire comprendre cette réaction pour comprendre que quand il y a une oxydation, très souvent, nous nous centrons sur l'oxydation subie par les polyphénols qui forment les quinones, qui ont un effet sur la composition aromatique du vin, qui ont aussi un effet sur la composition chromatique. Mais parfois, nous oublions la deuxième partie de la réaction. Nous oublions qu'à conséquence de cette formation de quinone, se forme également l'acétaldéhyde, l'éthanol, donc par oxydation. Quand nous souhaitons travailler d'une façon plus efficace
le sulfureux avec moins de teneur en sulfureux dans nos vins, nous devons toujours maîtriser la teneur en éthanol de l'ordre de 70-80% du sulfureux combiné que nous avons dans les vins est combiné à l'éthanol, donc de l'ordre de 70 à 80%. Par conséquent, le fait de réduire la teneur en éthanol va permettre que le sulfureux que nous allons ajouter soit plus performant et plus actif. Alors, comment le réduire? Cette teneur en éthanol, nous allons travailler sur les précurseurs de l'oxydation, IVI et IVP, et nous allons inactiver les quinones qui se seraient formées grâce à leur affinité pour le glutathion. Alors, sachant cela, nous avons préparé les protocoles, le protocole de contrôle, qui était le travail traditionnel. Ensuite, la réduction à des embourbages statiques, nutriments organiques, Actimax, et un ajout de sulfureux à la fin de la fermentation alcoolique. Le protocole réductif, la différence, c'était que nous avons inertisé la cuve avec de la neige carbonique. Nous avions utilisé Superbouquet Évolution pendant le désembouage pour profiter de cet avantage du Superbouquet et pour arrêter l'antioxydant. Pendant la fermentation, nous avons utilisé un nutriment organique Actimax Varietal qui, en plus d'apporter une nutrition organique, nous aide à réduire le risque d'oxydation en réduisant la teneur en précurseur de l'oxydation, donc la teneur en métaux, et en augmentant aussi la teneur en glutathion pendant la fermentation. À la fin de la fermentation alcoolique, nous avons fait une correction de sulfureux et nous avons ajouté une fois de plus Superbouquet Évolution pour continuer de conserver le vin. Si vous regardez les courbes d'évolution des deux fabrications, vous voyez qu'en effet, la ligne verte, donc le protocole réductif, s'est développé à des niveaux plus faibles de potentiel redox que le protocole de contrôle. Dans le cas du protocole réductif, les valeurs étaient de l'ordre de moins 50 millivolts et dans le cas du protocole de contrôle, d'environ 100 millivolts. Alors, quel a été l'effet de ceci sur le vin? Quand nous avons dégusté les vins, nous avons vu que le protocole de contrôle avait un profil aromatique de fruits plus mûrs. Par contre, le protocole réductif avec un profil aromatique de fruits plus frais et donnait une sensation plus acide, même si les valeurs d'acidité restaient les mêmes. Les deux protocoles ont donné lieu à un vin correct. Le fait que les deux protocoles aboutissent à un vin correct, eh bien, il y a eu des œnologues qui ont préféré le profil aromatique du protocole de contrôle et d'autres qui ont préféré le profil aromatique du protocole réductif. Nous avons donc vu développer deux profils de vin différents en modifiant le protocole et en assurant à travers le pilotage du redox que nous travaillons dans différentes fourchettes de potentiel. Mais les données les plus intéressantes, nous les avons trouvées lorsque nous avons vu l'évolution de ces vins. Ces vins ont été mis en bouteille et on a fait une analyse 4 mois après la mise en bouteille. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté? Eh bien, qu'au bout de 4 mois de mise en bouteille, le protocole réductif avait la moitié d'éthanol que le protocole de contrôle, ce qui nous a permis de travailler avec 20 ppm de moins de sulfureux. Le fait de travailler avec un protocole réductif nous avait déjà permis de réduire la teneur en éthanol de 31 mg du groupe de contrôle à 15. Par conséquent, nous avions réduit de 25% les ajouts de sulfureux pour atteindre les mêmes valeurs de sulfureux libres et pour atteindre les mêmes paramètres
d'évaluation de l'oxydation en mesurant les différentes absorbances. Le fait de travailler avec 20 ppm moins de sulfure et de réduire sa teneur n'a pas eu d'influence sur l'aspect oxydé du vin, sur la densité optique à 440. Les produits oxydés étaient les mêmes. L'intensité colorante était quasiment la même. Et nous devons même voir que les précurseurs de l'oxydation, les acides hydroxynamiques, avec des valeurs moindres dans le cas du protocole réductif. Nous attendons donc que l'évolution de ce vin soit meilleure si en travaillant d'une façon plus performante les ajouts de sulfureux. Alors, comment avons-nous réussi à obtenir ces protocoles et ces résultats qui nous ont permis de travailler avec 25% moins d'anhydride sulfureux total? Eh bien, grâce à deux outils. Le premier, c'est le pilotage du redox, qui nous a permis de savoir que nous étions vraiment en train de suivre deux protocoles différents. Et le deuxième, l'ajout de Superbook Evolution, qui est une alternative à l'anhydride sulfureux face à l'oxydation. C'est un outil qui nous permet de travailler avec moins de teneur en anhydride sulfureux dans les vins sans augmentation du risque d'oxydation. Il est développé dans le cadre du projet Vinoso qui cherchait justement à obtenir des vins avec une moindre teneur en sulfureux. Et nous y sommes parvenus grâce à l'apport de glutathione apporté par Superbook Evolution, dont nous avons pu réduire de 25% l'anhydride sulfureux des vins avec deux applications de Superbook Evolution à deux moments différents de la fabrication à des doses de 20 grammes par hectolitre. Alors, pour finir la présentation, nous allons faire un résumé. Je sais que tout ceci fait beaucoup de concepts et nous tenons à ce qu'il soit clair pour vous, que vous voyez le potentiel redox comme quelque chose de beaucoup plus proche de votre quotidien. Pour réviser toute la présentation, quand nous parlons de potentiel redox, nous évoluons dans une fourchette de 300 à 400 millivolts dans le cas des mous, jusqu'à des valeurs très faibles de potentiel, que ces valeurs très faibles de potentiel vont indiquer un risque de réduction. Le fait de connaître, de surveiller le potentiel redox de nos vins nous permet d'évaluer le risque d'oxydation et de réduction de ces vins. Le risque de réduction augmentera quand nous atteindrons des valeurs inférieures à moins 70 millivolts, qui seront des valeurs que nous devrons compenser. Il y aura un risque véritable d'arrêt de la fermentation si nous travaillons en dessous moins de 150 millivolts, parce que ces valeurs, la viabilité des manœuvres est compromise, et des levures est compromise. Dans le cas du risque d'oxydation, au-dessus de 150 millivolts dans les vins finis, nous aurons un risque de diminution aromatique. Les composés aromatiques comme les thiols commenceront à oxyder. Nous savons qu'ils ont une influence importante dans la composition aromatique du vin. Des valeurs supérieures à 250 millivolts vont provoquer nous indiquerons qu'il y a un risque élevé d'oxydation des vins. Quand nous souhaitons appliquer un protocole réductif pour protéger les arômes, pour réduire la teneur en sulfureux de nos vins, nous devons travailler dans des fourchettes de potentiel redox faibles, d'environ moins 50 millivolts, et nous avons des rangs trop faibles de potentiel redox parce que nous travaillons sur un variétal avec une forte teneur en IPT et un protocole de beaucoup d'extraction. Et nous voulons augmenter la valeur de ce potentiel redox. Nous devrons travailler avec la gestion de l'oxygène. Donc, nous appliquerons l'oxygène d'une manière contrôlée avec le système Dosiox qui nous permettent d'ajuster la dose de travail et ajuster surtout la dose du travail quand nous connaissons la mesure du potentiel redox adapté au type de vin et au type de fabrication.
Dans les cas où nous avons des valeurs élevées de potentiel redox et nous souhaitons réduire ces fourchettes, nous devons travailler avec des agents antioxydants. Nous savons que Superbouquet Evolution est une alternative face à l'oxydation du sulfureux en augmentant la teneur en glutathion, qui est un antioxydant naturel, ou l'ajout de tanins aussi, comme notre taniloguane. Nous savons, parce que nous avons fait des tests et beaucoup de pilotage, que son application réduit le potentiel redox des vins et protège donc contre l'oxydation. Et nous devons toujours savoir que lorsque nous souhaitons réduire et travailler avec des valeurs faibles d'anhydride sulfureux à l'échelle industrielle, nous devons connaître le potentiel redox et ce n'est qu'avec des valeurs faibles de potentiel redox que nous pouvons évaluer l'apport d'anhydride sulfureux et réduire les ajouts de sulfureux que nous ferons avant la mise en bouteille. Déjà vu que la mesure du potentiel redox peut nous aider. Quelles décisions nous pouvons adopter à partir de la mesure du potentiel redox? Bien sûr, nous aurons un outil fiable pour connaître la situation d'oxydation et réduction de nos vins. Si ce n'est pas avec la mesure du potentiel redox, aujourd'hui, nous ne connaissons pas la situation de risque de nos vins face à l'oxydation ou la réduction. Nous allons mieux gérer les ajouts de sulfureux. Nous verrons quand est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires et quand est-ce qu'elles ne le sont pas. Nous travaillerons d'une façon beaucoup plus performante avec l'oxygène et le tandem Dosiox et ElectroWare est parfait. C'est le couple parfait pour faire une bonne gestion de l'apport en oxygène à tout moment de la fabrication. Donc, régler les doses, les ajuster à ce type de vin et à ce type de fabrication et à ce moment du processus. Et bien sûr, nous ne pourrons pas savoir comment est une fabrication si nous ne mesurons pas le potentiel redox. Nous pouvons penser que nous travaillons à une fabrication réductive alors que le potentiel redox est à des niveaux élevés et la fabrication n'atteint pas les objectifs poursuivis parce que la fourchette de potentiel n'est pas la bonne. Mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont une influence sur la mesure du potentiel électrochimique. Nous devons connaître la mesure du potentiel électrochimique pour évaluer notre façon de travailler. Nous savons que chaque vin est différent, chaque chai est un monde en soi et surtout, nous vous encourageons à mesurer ce potentiel redox, à avoir la connaissance de la fourchette de valeur où vous évoluez, comment est-ce que vous pouvez améliorer vos vins en modifiant ces fourchettes de potentiel redox de vos vinifications. Alors voilà mon exposé. Avant de passer aux questions, je tiens à remercier deux œnologues qui travaillent depuis longtemps avec nous, Mars et Torres, qui travaillent dans un chai important de Californie. Et grâce à elle, nous avons beaucoup appris sur le potentiel redox. Elle nous a énormément aidé à piloter, à avoir des expériences importantes avec la mesure du potentiel redox et qui surtout nous a encouragés à continuer d'approfondir notre connaissance du potentiel redox et à travailler avec elle. Et remercier aussi Roberto Martin qui est devenu un passionné du potentiel redox. Beaucoup d'expériences que nous pouvons les développer grâce à sa collaboration. Je ne voulais je ne voulais pas oublier de les mentionner parce que c'est grâce à eux que nous continuons de travailler sur la mesure du potentiel redox, parce qu'il y a des œnologues qui voient bien leurs besoins, leur utilité et leur pertinence. Hola, Luis. Bonjour Rebecca. Alors, merci beaucoup.
Alors, nous recevons de nombreuses questions en ce moment. Je vais t'en poser quelques-unes parce qu'elles viennent en plusieurs langues et je dois les traduire. La première est: à quel point de la fermentation avez-vous fait les ajouts de nutriments dans cette graphique où vous compariez la nutrition organique à la nutrition inorganique? Alors, dans ce cas, on a fait l'ajout immédiatement après l'ensemencement des levures. On a fait des ajouts consécutifs parce que la teneur en azote de départ était très faible. Donc, on a fait des ajouts successifs, mais l'effet de la chute différente du potentiel redox était en rapport avec l'ajout plus proche, plus en amont, donc plus proche du moment de lancement des levures. L'autre question est de savoir si on peut faire un contrôle du potentiel redox, comme on peut le faire avec la température en cours de fermentation, et en cas affirmatif, comment? Alors oui, bien sûr, nous pouvons, tout comme nous surveillons et que nous connaissons la mesure de la température pendant une fermentation, eh bien, nous pouvons le faire aussi avec la mesure du potentiel redox. En fait, la mesure du potentiel redox, comme la mesure de la température, sont des outils associés à notre système Ulysse. Quand nous travaillons avec toutes les options que le système Ulysse nous propose, le système Ulysse ne se limite pas à pouvoir faire des soutirages avec un système d'injection d'air, mais c'est d'avoir une connaissance de toute la vinification, tout comme nous pouvons travailler. Donc, connaître la température, nous pouvons faire un suivi et nous avons déjà des installations tout autour du globe où nous faisons le pilotage permanent du redox. Très bien. Alors, nouvelle question. Le fait que la nutrition organique produise des potentiels redox si faibles par rapport à la nutrition inorganique n'est pas en contradiction avec l'utilisation du phosphate diamonique pour supprimer les arômes de réduction pendant la fermentation? Eh bien non, c'est plutôt le contraire. Est-ce que vous pouvez répéter la question, peut-être? Oui. Si la nutrition organique produit un redox plus faible, est-ce que cela n'est pas en contradiction avec la suppression d'arômes de réduction quand on ajoute le phosphate diamonique? Alors, quand nous travaillons avec la nutrition organique, la chute du potentiel sera moins brusque que quand on travaille avec la nutrition inorganique. C'est la nutrition inorganique qui provoque des chutes brusques du potentiel parce qu'elle favorise une multiplication rapide, exponentielle, beaucoup plus tumultueuse qu'avec une nutrition organique. Quand nous apportons de l'azote pendant une fermentation et qu'on peut réduire en partie les arômes à réduction, il faut tenir compte qu'une réduction ne se produit pas seulement à cause d'un potentiel bas, cela se produit aussi à cause d'un déficit en azote. Le fait de travailler la nutrition organique cherche à réduire le risque de réduction de tous les points de vue possibles de formation de la réduction, tant chimique, parce que cela ne va pas provoquer une chute aussi forte du potentiel, mais du point de vue métabolique aussi, parce que la levure disposera de nutriments suffisants et ne va pas produire ce sulfurique. Oui, encore une question. Face à la production de sulfurique, croyez-vous plus important le potentiel redox ou les niveaux d'azote et autres? Alors, c'est un peu ce que je viens de dire. C'est les deux choses. Il faut avoir un équilibre pour éviter la formation de sulfhydrique. Nous devons avoir un équilibre entre la teneur en azote qui évite la formation de sulfhydrique par les levures et l'apport d'azote organique qui ne provoque pas une prolifération trop rapide. Donc, si nous ne souhaitons pas utiliser la nutrition organique, nous avons besoin de faire un apport en azote important. Nous allons utiliser des sels d'ammonium.
si c'est ce qu'il faut faire. Ce n'est pas ce qui est plus souhaitable, mais si c'est nécessaire, nous allons toujours le faire après la phase exponentielle des levures afin d'avoir suffisamment d'azote pour éviter un déficit, mais sans promouvoir un développement cellulaire excessif qui provoque une chute brusque du potentiel. Il faut donc atteindre un équilibre. Voilà ce qui est important. Existe-t-il des valeurs corrélées de contrôle des micro-organismes aérobies ou anaérobies? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une valeur redox où ces micro-organismes aérobies ou anaérobies se produisent? Eh bien, les micro-organismes anaérobies, les levures, nous avons vu qu'elles ont un seuil de résistance de jusqu'à moins 250 millivolts. Les levures sont capables de survivre à des valeurs supérieures à moins 250 millivolts, mais si nous parlons de micro-organismes aérobies, comme les bactéries acétiques, les fourchettes sont beaucoup plus élevées et vont jusqu'à 180 millivolts. Par conséquent, en effet, il y a des différences significatives et le fait de travailler sur un niveau ou un autre fera prévaloir des micro-organismes par rapport à d'autres. Une question un peu plus longue. Si j'ai un vin blanc, un sauvignon blanc avec un potentiel redox au moment de la mise en bouteille et que je corrige avec de l'anhydride sulfureux à un niveau normal, est-ce que je peux favoriser la formation de réduction du vin en bouteille? Bien sûr, c'est clair. Le sulfureux est un agent réducteur. Le fait de travailler à l'anhydride sulfureux va provoquer une réduction du potentiel redox du vin. Si les valeurs sont de 30 millivolts et que nous appliquons l'anhydride sulfureux jusqu'à ces valeurs de 30-45 BPM, nous allons provoquer une forte chute du potentiel redox. Et en bouteille, où ce potentiel peut évoluer à des valeurs encore plus basses, puisque c'est un climat réductif important, eh bien, ceci peut provoquer des arômes de réduction. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles nous devons connaître la mesure du potentiel redox pour la gestion de l'anhydride sulfureux. Parce que quel sens de traiter tous les vins de la même manière lorsque tous les vins ne sont pas dans la même situation de risque d'oxydation? Et ils sont par contre, certains d'entre eux, en risque de réduction plutôt. Alors, il y a deux questions sur le même sujet. C'est avec le pilotage du redox, croyez-vous que nous pourrions éviter efficacement les problèmes d'oxydation et de réduction en cours de fabrication? Et une autre en rapport, croyez-vous que seulement avec le redox, on pourrait fabriquer avec la surveillance du redox des vins sans sulfureux? Alors, logiquement, lorsque nous surveillons le redox, ce que nous faisons, c'est évaluer les risques d'oxydation et de réduction. Nous avons des outils pour modifier ces valeurs. Il faut tenir compte que lorsque nous sommes en cours de fermentation, la tendance à la baisse qui est très forte, alors remonter ces valeurs est plus compliqué. C'est pourquoi nous insistons sur le besoin d'éviter ces chutes brusques. Nous avons des outils qui nous permettent de travailler le redox et par conséquent, nous pouvons réduire les risques d'oxydation, réduction. Et quant au sulfureux, au moment de la mise en bouteille, voilà, mesurer le potentiel redox avant la mise en bouteille devrait être une mesure nécessaire pour faire la correction de l'anhydride sulfureux. Car cela n'a aucun sens qu'au niveau de risque de l'oxydation, que nous gérions tous les vins de la même manière, alors qu'ils ne sont pas pareils et qui n'ont pas le même risque. Et tout cela découle des mêmes protocoles pour des vins très différents. Nous trouvons sur le marché des vins qui sont oxydés au moment de la consommation ou qui ont subi une forte réduction et la qualité du produit diminue. Alors que l'œnologue sait qu'au moment de la mise en bouteille, il n'avait pas ce problème.
il n'y avait pas ce problème de réduction. On aurait pu faire une gestion de l'anhydride sulfureux ou, si nous parlons d'une valeur très élevée du potentiel redox, peut-être qu'il faut faire un traitement d'inertage pour réduire l'oxygène, d'appliquer un autre gaz pour le réduire. Dire que ces 30 ppm sont des valeurs très élevées qui ne sont pas nécessaires, alors que d'autres vins auraient peut-être besoin d'un traitement supplémentaire à ces 30 ppm d'anhydride sulfureux. Alors, deux questions dans le même sens. Est-ce possible de mesurer le potentiel redox en laboratoire ou est-ce qu'il faut toujours le mesurer dans la cuve? Et si c'est en laboratoire, comment mesurer correctement le potentiel redox en laboratoire? Alors, quand nous pilotons le redox, l'idéal, c'est de le faire dans la cuve. Quand nous prélevons un échantillon et nous l'emportons au laboratoire, il y a déjà une dissolution d'oxygène qui se produit, il y a une modification du potentiel redox et cette valeur ne sera pas représentative de ce que nous avons à l'intérieur de la cuve. Alors, le plus intéressant, le plus utile, c'est de mesurer le potentiel redox à l'intérieur de la cuve. Si nous voulons l'apporter au laboratoire, il faudrait nous compliquer un peu la vie pour éviter une dissolution d'oxygène, faire la mesure dans une situation le plus inerte possible. C'est beaucoup plus compliqué que le fait de faire ce pilotage dans la cuve. C'est beaucoup plus simple. OK, encore une question. Pouvons-nous prévoir des vins avec une plus longue vie ou plus complexe avec la maîtrise du redox? Oui, bien sûr. Chaque fois que nous pouvons travailler sur ce risque d'oxydation, nous pouvons ajouter des antioxydants ou appliquer des protocoles qui réduisent les valeurs de potentiel redox. Nous pouvons même voir que cette évolution du potentiel redox, c'est la différence entre connaître l'oxygène dissous et piloter le potentiel redox. Si nous mesurons l'oxygène dissous, nous en restons à une valeur ponctuelle. Mais si nous pilotons le redox pendant toute la fabrication et la conservation, nous pouvons obtenir des vins à plus longue durée de vie puisque nous savons qu'ils n'ont pas subi d'oxydation préalable et qu'ils ont donc une capacité de résistance plus longue, une plus grande longévité. Y a-t-il des rangs de valeur de redox adaptés avant la mise en bouteille des vins rouges et blancs? Alors, ces valeurs, c'est la question principale, c'est un peu compliqué. Il est vrai que nous devons travailler avec des valeurs faibles, des valeurs au-dessus de 100 millivolts ont déjà un effet sur le profil aromatique des vins et peuvent réduire la perception aromatique des vins. Alors, des valeurs les plus faibles possibles, de l'ordre de 0 millivolts, 50 millivolts, voire des valeurs négatives de moins 50 millivolts avant l'embouteillage sont acceptables. Il y a des valeurs qui nous donnent une idée et à partir de ces valeurs, c'est là que nous devons appliquer les corrections à l'anhydride sulfureux. Si nous avons une valeur de 200 millivolts, nous ferons une correction. C'est une fourchette qui pourrait se produire dans une fabrication, mais ce vin ne serait pas prêt pour la mise en bouteille. Par contre, un vin où nous avons une valeur de 30 ou de 50 millivolts est plus protégé face à l'oxydation. Et cela pourrait être une valeur cible. Est-ce qu'il y a des équipements mobiles pour mesurer le redox que l'on peut passer d'une cuve à l'autre ou est-ce que ce sont des équipements fixes? Alors, nous avons deux possibilités pour mesurer le redox. L'une, ce sont les systèmes fixes, les installations fixes à travers le système Ulysse.
comme une option de plus, une fonctionnalité de plus du système ELIS pour maîtriser tous les paramètres de développement de la fermentation. Et la deuxième option, c'est l'équipement portable, notre ElectroWine dont tu parlais au début. Cet équipement est portable et en fonction du modèle, il y a un nombre différent de sondes et dans ce cas-là, on peut effectivement le déplacer d'une cuve à l'autre. Nous avons en plus la possibilité de travailler conjointement avec l'oxygène parce que parmi les options de ces modèles et de ces équipements, il y a un modèle qui comprend déjà le système d'OSIOX, d'abord en oxygène. Alors, nous pouvons le faire tant à travers des installations fixes comme avec l'équipement portable ElectroWine. Bien, dans un arrêt de fermentation où l'on n'apprécie pas d'arôme à réduction, est-ce que nous pouvons écarter que cet arrêt soit causé par un faible potentiel redox? Alors, s'il y a eu un arrêt de fermentation, il n'y a pas d'arôme de réduction, c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Cela peut ne pas se former. Il faut dire que le sulfitrique qui se forme pendant la fermentation et dont nous parlons quand nous parlons de valeurs faibles de l'ordre de 30 millivolts, ceci se fait à partir du soufre élémentaire qui vient de la vigne avec le mou. Si nous n'avons pas une forte teneur de soufre élémentaire, la teneur est très faible. Nous pouvons atteindre des niveaux très faibles de potentiel redox en cours de fermentation, qu'il n'y ait pas de formation de sulfure d'hydrogène parce qu'il n'y a pas de capacité de formation donc de ce sulfure d'hydrogène. Par contre, nous pouvons atteindre des valeurs de potentiel très faibles qui peuvent provoquer un arrêt de la fermentation parce que les valeurs sont trop faibles et la levure n'a pas la capacité de survivre avec ces valeurs de potentiel si faibles. Le fait de travailler, par exemple, de façon massive en incorporant une quantité de sel d'ammonium importante au début de la fermentation peut provoquer un arrêt de fermentation à cause d'une brusque chute du potentiel. Si pendant une fermentation, nous avons des valeurs faibles de potentiel, après, c'est très difficile de les faire remonter parce que la tendance est très en pente à la baisse. Nous devons toujours travailler au niveau de la prévention de ces valeurs faibles. Et on peut le faire en cours de fermentation. Alors, pour finir, si j'ai des fins que je viens de produire pour sa conversation, j'ajoute du sulfure, comment est-ce que je peux maîtriser le potentiel pour éviter des réductions après la mise en bouteille? Parce que si le redox est déjà faible et que j'ajoute du sulfureux qui le réduit encore plus, qu'est-ce que je dois faire pour le maintenir faible sans sulfureux? Alors, d'abord, si le redox est faible, je dois me demander si je ne devrais pas réduire l'apport en anhydride sulfureux. Pourquoi est-ce que je l'utilise? Est-ce que je l'utilise comme protection antioxydante? Eh bien, peut-être que je n'en ai pas besoin ou je n'ai pas besoin d'en mettre autant. Parce que si le redox est faible, le vin est déjà protégé contre l'oxydation. Si nous devons augmenter le potentiel redox pendant une conservation, parce qu'il y a des arômes de production qui commencent à se manifester, nous pouvons faire un apport contrôlé d'oxygène pour augmenter les valeurs du potentiel, toujours en sachant que l'anhydride sulfureux que nous avons ajouté, nous allons en bonne partie le combiner à cause de cette montée du potentiel que nous allons provoquer avec l'oxygène dissous. Alors, l'aspect important, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de cet anhydride sulfureux? Est-ce que je ne peux pas m'en servir à des doses plus faibles parce que cela va nous faciliter les vins? Parce que le fait d'avoir un contenu important de sulfureux dans les vins, ce qui nous inquiète tous parce que c'est une demande du marché. Et puis, comment faire remonter d'une façon maîtrisée le potentiel après l'ajout de ce sulfureux? Eh bien, tout d'abord, est-ce que j'ai besoin de ce sulfureux ou autant de sulfureux? Bien, dernière question. Quel est l'impact de la température de fermentation
sur le potentiel redox. Influence donc la température de fermentation sur le potentiel redox. La cinétique fermentative comprend la chute du potentiel. Donc, plus la température sera forte et plus la cinétique sera rapide, plus brusque sera aussi la chute du potentiel. Il est vrai que les fourchettes de température, nous ne pouvons pas toujours les maîtriser de la même manière parce que si nous devons fermenter, parce que le profil de notre vin exige une fermentation à 26 degrés, eh bien, nous allons fermenter à 26 degrés et nous devrons travailler sur la chute du potentiel par d'autres biais comme la nutrition, l'apport en oxygène contrôlé, à un moment éloigné de l'ajout de levure. Mais si nous fermentons à des températures plus faibles, la multiplication sera plus lente aussi, la cinétique aussi. Par conséquent, la chute du potentiel sera moins brusque. Tout est en rapport. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Rebecca. Ceux qui ont posé des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre parce que nous n'avions plus le temps, parce qu'il y avait eu énormément de questions, ne vous inquiétez pas parce que nous répondrons à toutes les questions par email. Alors, je remercie Rebecca et Vinidé à InfoWine pour nous aider à diffuser ces connaissances à travers ce webinaire. Et c'est tout. Merci. Et à bientôt, j'espère. Merci à tous.